Il y a quelques jours de cela, j'ai eu la chance d'être invité par un copain créateur de contenu à l'avant-première du fameux long-métrage F1, réalisé par Joseph Kosinski, et avec comme tête d'affiche cet homme, aux dents très très blanches et à la chemise beaucoup trop ouverte. Alors en quelques mots et sans spoil, qu'ai-je pensé de ces 2h30 de film pour le moins intenses? Côté plus, des scènes de course à l'esthétique plus léchées encore que celles de Rush ou Senna sur Netflix. Des choix de chansons excellents combinés à une bande originale efficace signée Hans Zimmer pour couvrir quelques séquences clés. Et une immersion assez convaincante dans un écosystème de la F1 vulgarisé. Côté moins, un scénario hollywoodien aussi réchauffé qu'un monde ouvert chez Ubisoft. Des personnages terriblement creux entre un Joshua Pierce sans saveur et un Brad qui fait son pit pour interpréter Sonny Hayes. Et surtout, une écriture qui manque cruellement de la subtilité émotionnelle qu'avait réussi à exprimer, à mon sens, un autre film du genre, à savoir Gran Turismo. Pour le reste, je laisserai aux chroniqueurs cinéphiles, quelle que soit leur plateforme d'expression, le soin d'apporter un éditorial plus précis et plus pertinent que le mien. Car dans ce nouveau numéro de F1 à la loupe, la critique de l'œuvre stricto sensu ne m'intéresse pas tant que la volonté de comprendre ce que ce long métrage incarne pour notre sport et son avenir. Et autant dire que F1 le film, plus que jamais, s'inscrit selon moi à l'aube d'une nouvelle révolution pour la catégorie reine, et peut-être la plus importante. Comment reprocher à F1 le film et à son réalisateur Joseph Kosinski leur parti pris initial? Puisque la mise en scène d'une star hollywoodienne dans le cockpit d'un avion de chasse a fait des merveilles dans le box-office via Top Gun Maverick en 2022, il est en effet logique d'attendre des résultats similaires après avoir placé une autre star de rang équivalent, cette fois-ci au volant d'une Formule 1. Et c'est évidemment l'objectif recherché par les actionnaires de la catégorie reine du sport auto une fois le projet de Kosinski validé. Casser l'élitisme apparent d'un sport de riches, occidental et intégralement fondé sur la puissance d'une industrie automobile afin de sortir la F1 de sa niche éternelle. Netflix était parvenu à le faire en partie via Drive to Survive, en présentant des storylines inspirantes au sein du paddock tout en évitant soigneusement d'aborder la complexité de la course. F1 le film, lui, reprend la force de la série documentaire, c'est-à-dire l'attardement sur les coulisses du sport, les relations publiques, les pressions économiques, les rapports hiérarchiques et les rivalités internes, tout en illustrant via des scènes de piste grandiloquentes des courses de Formule 1 haletantes et surtout libérées par la fiction. Car même si Drive to Survive se permet de plus en plus des largesses dans sa narration, elle doit tout de même s'ancrer dans une fidélité aux faits limitante. Au contraire, le film peut s'affranchir de telles contraintes en créant un scénario à la fois peu plausible mais épique, et surtout en l'intégrant au sein du vrai paddock. L'intérêt donc pour Liberty Media d'ouvrir les portes de sa marque Formula One aux caméras de Kosinski est alors celui de la synergie. Sur la base d'un public familial de 7 à 77 ans venu débrancher son cerveau devant un blockbuster divertissant et un casting 5 étoiles, F1 le film aura pour mission de convertir les plus curieux vers, in fine, le produit F1 de base. Tout, absolument tout est ainsi pensé dans le long métrage pour l'inciter à prolonger l'expérience. Une fois sorti de la salle de cinéma, il pourra ainsi bifurquer vers Drive to Survive s'il souhaite explorer les coulisses du sport, découvrir les pilotes et team principals aperçus en tant que figurants, ou encore comprendre les dynamiques internes lors des week-ends de Grand Prix. Pour ceux dont l'adrénaline aura été stimulée par des scènes spectaculaires, c'est le visionnage des courses le dimanche qui s'imposera comme le prolongement naturel. À terme, il s'agit de faire de ces spectateurs de nouveaux fans engagés, abonnés aux plateformes de diffusion, visiteurs sur place et consommateurs de merchandising. Le film, via les aventures de Sonny Hayes, Joshua Pierce et Apex, se veut ainsi une nouvelle rampe d'accès vers un écosystème jugé encore trop niche. Une rampe d'accès seulement ? Non, plus que ça. Plutôt un coup de pédale salvateur pour la croissance d'un sport qui, ces dernières années, a largement profité, en roue libre, de l'élan donné par le succès mondial de Drive to Survive. Or, la série Netflix, premier pourvoyeur de fans de F1 depuis 5 ans, montre plus que jamais des signes de ralentissement, comme en témoignent les audiences déclinantes de la saison 7. D'ailleurs, difficile de ne pas voir dans le choix d'Apple TV comme diffuseur du film, et ce, au détriment de Netflix pourtant candidat déclaré lors de l'appel d'offres, une passation de pouvoir symbolique. Une forme de revers pour la plateforme américaine qui avait pourtant réussi l'exploit de faire rentrer la F1 dans les foyers du monde entier à coups de cliffhangers et de rivalités exagérées.
Comme si ce nouveau long métrage reconnaissait en somme que l'effet Netflix avait atteint ses limites. Avec Brad Pitt en nouvel ambassadeur de la catégorie reine du sport auto, autant donc dire que F1 le film tente de reprendre le relais de Netflix en réinventant le marketing sportif. 300 millions de dollars de budget, un tournage sur de vrais circuits de F1, des marques de luxe, IWC Schaffhausen et Tommy Hilfiger en tête, qui se bousculent au portillon pour sponsoriser une écurie fictive, sans oublier un événement de présentation monumental tenu le 17 juin dernier en présence de la plupart des pilotes et team principals à l'épicentre culturel américain que demeure Times Square à New York City. Bref, rien n'est laissé au hasard pour que le soft power américain puisse faire au service de la Formule 1 ce qu'il sait faire de mieux moyennant la surpuissance d'une industrie du divertissement, à savoir se diffuser en Occident à minima pour conquérir les masses. Mais si je vous disais que ce film était encore davantage qu'une rampe d'accès et qu'un relais de croissance, ne serait-ce pas finalement un pivot annonciateur d'une révolution encore plus profonde à venir pour la Formule 1 ? Car il suffit de regarder de plus près la combinaison Apex de Sonny Hayes pour s'en convaincre. La discipline reine du sport automobile est devenue un véritable carrefour de sponsoring. Selon Ampere Analysis, la valeur totale des partenariats commerciaux, championnats et écuries confondus, dépassera 2,9 milliards de dollars d'ici 2025, alors qu'elle plafonnait à 272 millions en 2017 lors de la reprise du sport par Liberty Media. Mais c'est surtout la nature de ces partenariats qui est en train de muter. Ce que révèle ainsi F1 le film plus qu'autre chose, c'est le basculement progressif d'une entreprise purement sportive vers une marque de plus en plus ancrée dans un système culturel. Autrement dit, la Formule 1 ne se contente plus d'attirer des sponsors. En élargissant par cercle concentrique son audience, elle souhaite désormais s'intégrer dans l'imaginaire collectif, au cœur des industries créatives mondiales. Hollywood en est la présente incarnation, et la suivante est déjà dans les starting blocks. Et il s'agit de Disney. Là voilà la forêt que cache l'arbre Brad Pitt. Car le partenariat F1 Disney apparaît comme la suite marketing logique après F1 le film. Dans une vidéo promotionnelle diffusée le 20 mai dernier où une monoplace dessine à coups de gomme brûlée la silhouette iconique de Mickey, les deux parties ont ainsi officialisé un accord mondial qui prendra effet en 2026. L'annonce sobre est passée relativement inaperçue, pourtant sa portée symbolique et stratégique n'en demeure pas moins colossale. Objectif, plonger la petite souris et ses copains dans l'univers des paddocks à travers, pour citer le communiquer, des expériences, du contenu et de nouvelles collaborations. Fin de citation. Alors si la nature précise de cette alliance reste encore floue, on peut aisément imaginer un déluge de produits dérivés, d'activations croisées, de récits narratifs, de dessins animés taillés pour un jeune public, et qui sait, une réactivation du projet d'un Grand Prix de France à Disneyland Paris, 15 ans après les tractations portées par le groupe Lagardère et Alain Prost. Prochain cercle concentrique donc, la jeunesse, que la F1 cherche désormais à rallier au cœur de sa stratégie d'expansion culturelle. Et Emily Prazer, directrice commerciale de la F1, ne s'en cache pas. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre volonté de sortir du monde du sport pour toucher plus largement le grand public, tout en faisant croître la base de 4 millions d'enfants âgés de 8 à 12 ans qui suivent déjà activement le championnat. Fin de citation. Cette tentative de séduction de la jeunesse a d'ailleurs été initiée en amont par une autre brique stratégique, c'est le cas de le dire, signée en octobre 2024. L'association Formule 1 et Lego, officialisée pour plusieurs années à travers la mise en vente de nouveaux bolides à construire qui se vendent comme des petits pains actuellement, et des activations commerciales notables lors de certains Grands Prix de Formule 1, dont le Grand Prix de Miami a été l'expression la plus notable. Autant de points d'ancrage qui confirment que F1 le film n'est pas le simple objet de divertissement qu'on perçoit à première vue, mais sans doute le point de bascule d'une stratégie dans laquelle la catégorie reine du sport auto se réinvente comme franchise culturelle globale visant à élargir la fanbase actuelle tout en mettant sur pied un renouvellement générationnel. Mais pour construire ce nouvel édifice, encore faut-il que sa première pierre hollywoodienne soit posée avec succès. Or, je cite, « Il est peu probable que le spectateur moyen s'investisse dans des discussions granuleuses sur la tendresse des pneus et l'aérodynamique, car un film bien écrit et bien réalisé doit nous faire sentir tellement attirés par cet écosystème de niche que nous en ressortons avec l'impression que nous pourrions monter dans une voiture et courir à Silverstone dès le lendemain. Ce n'est pas ce qu'accomplit F1 le film. Au lieu de cela, il emprunte la voie la plus facile et la plus dépourvue d'âme. Voici comment Clarisse Lowery, journaliste britannique pour le média The Independent, concluait le 19 juin dernier sa critique du film de Joseph Kosinski. Alors je vous laisserai bien sûr juge de votre propre expérience, mais il s'avère que de toutes les revues que j'ai pu entendre ou lire à propos de ce long métrage, aucune ne m'a semblé plus juste que celle exprimée par ces quelques mots. Car dans le fond, ces derniers font étrangement écho à l'ensemble de l'analyse que je viens de vous proposer.
À vouloir ratisser trop large, on perd l'essence de ce que doit être la Formule 1. Un sport spectacle exigeant de chaque nouveau fan une démarche pour être capté, assimilé puis approprié, et non un spectacle sportif travesti par les codes d'une industrie culturelle à laquelle Liberty Media veut à tout prix se conformer. F1 le film veut ainsi raconter trop d'histoires à la fois. La résurgence d'une écurie de bas de tableau, la relation mentor-apprenti, les problématiques irrésolues d'un baroudeur en fin de carrière, les doutes d'un jeune pilote en pleine ascension, la place des femmes et de la diversité dans un écosystème aussi élitiste, les jeux de pouvoir médiatico-politiques et pour couronner le tout, une histoire d'amour. À vouloir parler à tout le monde, le long métrage risque de ne parler à personne. Et c'est peut-être là le reflet le plus fidèle de la stratégie marketing globale de la F1 aujourd'hui. Séduire une audience toujours plus large, en sautant avec précipitation sur tous les tremplins culturels les plus efficaces d'un point de vue strictement mercatique et financier, mais sans toujours prendre le temps de s'interroger sur ce qui doit rester, au fond, la singularité de ce sport. Là aussi, c'est à se demander si la F1 n'emprunte pas la voie la plus facile et la plus dépourvue d'âme. Merci d'avoir écouté cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du film une fois que vous l'aurez vu. Essayez simplement de ne pas trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais pour le reste, je suis très curieux d'entendre votre avis sur la question. Autrement, like, partage, abonnement, clochette. Je vous laisse me rétribuer d'une petite récompense si cela le mérite. Allez, ciao!